Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de féminisme et plus particulièrement de la relation quelque peu conflictuelle qu'entretient la mode avec le féminisme. Il y a une forme de radicalité dans le féminisme qui est une radicalité positive et fertile selon moi, qui est une radicalité productive, mais qui forcément est difficile parfois à concilier avec les aléas de la vie, avec les expériences de vie, les émotions qu'on peut ressentir. Et ça c'est dû au fait que le féminisme, c'est pas seulement cette espèce d'étiquette marketing que les marques essayent de nous faire croire en ce moment, mais c'est une véritable révolution. C'est le basculement d'un système vieux comme le monde vers un nouveau, c'est le renversement de valeurs, etc. Donc forcément le féminisme ça dérange, ça bouscule et ça peut heurter. Et les premières que ça heurte, ce sont les féministes elles-mêmes, parce que si vous regardez ça et que vous êtes féministe, vous avez souvent dû vous sentir en inadéquation entre votre vie de tous les jours et vos idéaux politiques, et c'est parfois difficile de concilier les deux. Et bien moi, dans ma passion pour la mode, c'est souvent le cas. J'ai découvert la mode et le féminisme à peu près à la même période, je devais avoir 15-16 ans, donc j'étais adolescente. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a une forme de résistance entre ces deux pôles de ma vie qui sont extrêmement importants, parce que la mode c'est ma passion, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me porte, c'est un peu le prisme via lequel j'ai choisi de regarder la vie. Et pour autant le féminisme occupe une place tout autant importante, et pourtant il demeure toujours quelque chose qui me semble de l'ordre de l'inadéquation, comme si c'était deux pôles qui ne pouvaient pas aller ensemble, ou qui du moins se marchaient un peu dessus. C'est un peu la question que je voulais me poser dans cette vidéo. J'espérais pouvoir aller un petit peu plus loin que le simple message qu'on nous sert un peu à toutes les sauces de on peut être féministe et n'importe quoi d'autre, que le féminisme c'est pas un arrêt de mort sur notre individualité ou sur notre personnalité, c'est pas non plus totalisant, etc. Dégageons-nous de tous ces préceptes un petit peu faciles et un peu ridicules et approchons-nous vraiment de la réalité et de cette incompatibilité qu'on peut avoir quand on aime la mode et quand on est féministe, et pourquoi est-ce qu'elle advient et comment est-ce que peut-être on peut la contourner ou bien la rendre productive et riche. J'ai organisé cette vidéo en 3 parties. Dans la première, on verra que non sans surprise, la mode est construite sur des préceptes misogynes et capitalistes. Dans une seconde partie, nous verrons ensuite que l'histoire de la mode n'est pas écrite de manière linéaire ou téléologique, donc elle n'aboutit pas à une espèce d'émancipation, libération des femmes et de leur corps. Au contraire, c'est une histoire beaucoup plus compliquée et beaucoup plus paradoxale. Et enfin, dans un troisième moment, nous allons voir que ce qui est aussi très compliqué dans la relation de la mode et du féminisme, c'est bien le fait que la mode soit le relais d'une culture féminine créée par les hommes. Posez-vous, prenez un café, un thé, un bol de chips ou je ne sais quoi, et commençons la vidéo sans plus tarder. La mode repose donc sur des préceptes misogyne et sexiste, ce n'est pas une surprise, j'ai envie de dire, ce n'est absolument pas un hot take, désolé, mais c'est quand même intéressant de le noter et de le répéter dans un premier temps de cette vidéo, parce que en fait la mode, elle a construit un réseau de besoins artificiels, un réseau de complexes et de soumissions volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes. Le terme et la notion la plus parlante quand on parle de soumission vis-à-vis de la mode, c'est celle de la fashion victim. C'est une notion qui est hyper parlante parce que elle témoigne déjà de la contrainte de la mode. La mode a été reléguée aux femmes par contrainte, par injonction. Et cette notion de fashion victim, elle va interroger justement cette contrainte-là, ce pouvoir de la mode sur l'individu, cette possibilité que la mode a de faire disparaître l'individu quand il s'attache trop à ses tendances et à ses mouvements. J'ai lu à ce propos un article sur Carn que je vous mettrai en barre d'infos hyper intéressant, dans lequel l'auteur explique que ce qui fascine est en fait un sentiment d'hubris de la part de la victime. Elle croit fermement en son autonomie créatrice, mais elle se trompe, elle s'égare et s'est perdue. C'est précisément là où elle se croit la plus authentique et qu'elle excelle en cliché. La fashion victim a l'impression de s'individualiser, d'être pionnière de quelque chose, de se détacher du corps social, alors qu'au contraire, elle se fait absorber par le social. Elle n'a plus d'individualité propre, elle n'a même plus conscience de ce mouvement qu'elle est en train d'opérer, de cette disparition de soi qui s'engage au profit des conventions créées par la mode. Plus l'individu subit la mode, moins il en est conscient, moins il s'en rend compte en fait. Elle se dépossède complètement d'elle-même, là où pourtant la mode
est aussi un biais d'originalité et d'expression de soi. Mais dans la logique extrême, qui est la logique de la fashion victime, la frontière n'existe plus et la fashion victime se soumet totalement aux logiques irraisonnées de la mode. Ce phénomène, je voulais en parler parce qu'il est aussi assez comparable à ce qui est en train de se passer avec le nouveau prétendu féminisme de la mode. On est là aussi dans une forme de dépossession de nos moyens. On est aussi dans une forme d'hubris et de tromperie, de duperie réelle. Enfin, comment croire à un revirement éthique de situation dans les marques multinationales, mais aussi dans les maisons de couture, dans les magazines, etc. Et moi, je vois dans ce nouveau virage féministe, un peu trendy, quelque chose d'assez inquiétant en réalité, parce que là où la mode, avant, elle était ouvertement sexiste, elle objectifiait ouvertement les femmes, elle était provocante, choquante, heurtante, mais de manière totalement presque libérée. On repense au début des années 2000 avec les éditos de Karine Roifeld, dont je vais aussi parler, le porno chic, etc. Maintenant, en fait, la mode se cache de ça, elle se protège de cette attaque, et donc ça va lui permettre d'émettre encore des positions totalement sexistes, mais de manière cachée, de manière plus insidieuse, et c'est pour ça qu'il faut faire attention et garder l'œil ouvert. Quand je disais que la mode s'appuie sur une charpente capitaliste, ça c'est typiquement le fait de la délocalisation et des multinationales comme H&M, Zara, qui ont des usines au Bangladesh, en Chine, un peu partout dans le monde pour produire des vêtements à faible coût. Il y a quelques années, on a commencé à produire beaucoup de t-shirts à slogan féministe ou au moins girl power, mais dans des marques genre H&M, enfin bref, des marques de fast fashion. On voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal et je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous le pointer du doigt. Ce sont des marques qui exploitent quand même un certain nombre de femmes. Il faut rappeler quand même que 80% des travailleurs de l'industrie textile sont des femmes, ce qui veut dire que sur 60 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur-là, 48 millions d'entre elles sont des femmes. C'est-à-dire plus que la population de l'Espagne. Le salaire moyen, juste pour rappeler un petit peu, d'une ouvrière textile en Chine est de 230 € par mois, 82 € au Bangladesh et 145 € au Cambodge. Donc en fait la mode, même si elle va essayer de relayer des messages féministes, comment peut-elle être fiable, comment peut-elle être légitime alors qu'elle prend son appui sur une assise misogyne et qu'elle n'a pas encore déconstruit ça. Au contraire, en fait, malgré tous ces mouvements féministes qui sont en train de naître dans l'industrie fashion, on a encore le relais de beaucoup de mythes et d'idéaux qui ne sont absolument pas féministes, et le premier mythe c'est celui de la Parisienne. Parlons du mythe de la Parisienne parce que je crois que c'est celui qui m'énerve le plus au monde, pourtant Dieu sait que j'ai rêvé d'en être une. Mais oui, je voulais vous parler de ce mythe de la Parisienne, notamment parce que il relaie l'hégémonie d'un corps maigre et d'un corps blanc. Et il y a eu un article hyper intéressant que j'ai lu à ce sujet, que je vous mettrai pareil en barre d'infos, dont le propos est d'étudier un édito de Karine Roifeld en 2008 pour Vogue Paris, un édito qui s'appelle « Ça, c'est Paris ». Cet édito, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il permet de voir la production d'un mythe, la production de la Parisienne, décrite dès les premières lignes de l'édito en ces termes-là. Comment définir la femme française? En quelques mots, libre et sophistiquée, douée pour le noir et la nudité. Nonchalance du geste, vivacité de l'esprit, une façon saisissante de bouger, de fumer, une allure indéfinissable. Eh bien si, elle vient de la définir. Karine Roifeld joue énormément sur l'érotisme, sur le désir, la sensualité, sur la femme objet, l'homme objet aussi. Et dans cet édito se joue la répétition d'un même motif pour qu'il puisse se construire de manière performative l'identité de la Parisienne. C'est exactement comme ça qu'on crée des figures de référence, des exemples, un imaginaire commun en fait. Et l'imaginaire de la Parisienne, il va être constitué de collants, de lingerie fine, de petites robes noires, de parfums, de talons très hauts, etc. Tout ça, c'est des éléments qui font partie de la construction du mythe et qui deviennent les signes, les relais d'une culture française, d'une culture de l'élégance, d'une culture de la séduction. C'est une culture qui est construite de toutes pièces, qui est fantasmée et qui exclut tout autre type de corps qui ne rentre pas dans son cadre. Et en fait la mode,
elle est encore dans cette idée-là. Même si on essaye d'invoquer plus de diversité, etc. Il suffit de regarder les mannequins qui marchent le plus, les mannequins qui font le plus de couverture, notamment de couverture Vogue. Voilà, donc cette première partie c'était un peu pour remettre les points sur les i, si quelqu'un en doutait encore, pour vous montrer à quel point la mode se construit et se nourrit toujours d'injonctions qui vont contre les femmes en fait. Et que ce n'est pas du jour au lendemain que tout ça peut s'effondrer, malheureusement. Abordons maintenant la deuxième partie dans laquelle on va voir qu'il n'y a pas une histoire linéaire de la mode qui irait de la fin du 19e jusqu'à son apogée, la fin du 20e, vers une libération de la femme unanime et magique. Pas du tout. On a un peu tendance à penser, ou du moins à nous apprendre, que la mode s'est construite tout au long du XXe siècle autour de la notion de l'émancipation des femmes. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est une erreur de penser ça comme ça. La mode a un parcours beaucoup plus chaotique. La figure même de la pionnière en termes d'émancipation des femmes par la mode, Coco Chanel, elle est ambivalente parce que c'est quand même grâce à Coco Chanel que, en effet, la silhouette des femmes a été épurée. On est allé vers une silhouette plus confortable, plus androgyne, grâce à Coco Chanel, qui s'est fait défenseuse des femmes quand même, hein. Dans les années 20, quand elle commençait, c'était quelque chose de révolutionnaire, vraiment. Pourtant, Gabrielle Chanel, à la fin de sa carrière, quand elle a commencé à prendre de l'âge, elle s'est positionnée contre les mini-jupes, elle s'est positionnée contre les jeans, elle avait une position beaucoup plus réfractaire au progrès social, et c'est finalement assez symptomatique de la mode de manière générale. C'est un très bon exemple pour signifier justement ces mouvements de paradoxe que la mode subit toujours. Tour à tour, tout au long du XXe siècle, la mode a décidé ou non de remettre en cause le dimorphisme sexuel, ou au contraire de l'accentuer, en réinventant de ce fait les rôles impartis aux deux genres. Elle a pu aussi encourager la synthèse des sexes avec la vulgarisation du pantalon, l'apparition du jean, la multiplicité des figures androgynes dans la mode, etc. pour permettre une dialectique des sexes, quelque chose de plus ouvert, de moins rigide. En fait, la mode, c'est un peu le coup de poker. Elle peut faire jouer sur les corps des forces complètement antagonistes. Elle se disperse toujours selon deux mouvements contraires. Dans un premier temps, et c'est assez évident, la mode se fait tributaire d'un héritage misogyne et elle est aujourd'hui le relais le plus efficace du patriarcat, parce que la réalité c'est qu'après la seconde vague féministe, alors que les femmes se sont empérées de l'espace public, qu'elles commencent à se professionnaliser, à revêtir une identité politique et sociale en dehors du cadre domestique, il a fallu trouver une sanction d'un autre ordre, il a fallu les punir autrement. Et ça a été fait à travers la mode, à travers la beauté. Celle qui en parle très très bien, c'est Naomi Wolf. Elle appelle ce phénomène le beauty backlash, le retour de bâton de la beauté en quelque sorte. Elle en parle dans ce livre, The Beauty Myth, dont je vous ai déjà parlé dans diverses vidéos. Le beauty backlash, selon Naomi Wolf, c'est une manière de contrôler les femmes une fois qu'elles se sont endurcies matériellement. C'est une manière de les affecter psychologiquement, de les affaiblir, de leur créer des complexes et de les drainer aussi économiquement parlant, parce que tout ça a bien évidemment un coût financier. Le beauty backlash, ça permet donc de réfréner la prise de pouvoir des femmes, parce qu'elles vont se sentir moins en confiance, parce que on va aussi les critiquer du fait du soin qu'elles vont accorder à leur apparence alors qu'elles le font parce qu'elles ont intériorisé le regard des hommes. Donc il y a quelque chose de complètement pervers là-dedans. Or, ce beauty backlash, il est hyper violent parce que la mode inculque aux femmes une règle de soumission plus forte et plus sournoise que les précédentes, parce qu'elles s'implantent en plein cœur de l'intime dans leur relation à leur corps, à leur apparence. Et double peine, on les ridiculise de fait de cet héritage culturel qu'elles n'ont pas le choix d'accepter en fait. Donc les femmes doivent se sentir en inadéquation avec leur corps et y remédier, mais elles doivent aussi se sentir ridiculisées par cet intérêt qu'on a fait naître en elles. Or la mode, et c'est là qu'on en arrive à cet deuxième mouvement qu'elle peut déployer, elle peut aussi s'avérer être une force disruptive, une forme de subversion en fait. Elle peut donner les outils aux individus et notamment aux femmes pour ne pas se conformer, pour ne pas se plier à la règle ou à la norme établie. Et c'est notamment le cas, je pense, dans l'identité queer, puisque la mode a eu un rôle
historique et sociologique assez important dans le développement de cette identité-là. Et je pense que l'exemple le plus parlant quand on parle d'identité queer et de mode, c'est bien évidemment l'exemple du drag, puisque le drag, c'est le détournement du genre jusqu'à sa parodie. Le drag annule le lien normatif entre le sexe et le genre, et il permet d'exhiber au grand jour les conventions culturelles selon lesquelles on construit l'identité, qui sont toutes constituées à partir et autour de l'hétérosexualité. Du coup, il y a toujours, on le voit, une dialectique d'ouverture et d'enfermement, d'émancipation et de stigmatisation qui est opérée par la mode. Elle se joue vraiment dans ce paradoxe-là, dans cette ambivalence-là. Un autre moyen de voir que la mode peut autant mener à une libération qu'à un enfermement, c'est l'exemple de la mini-jupe. C'est hyper parlant parce que la mini-jupe est née dans les années 60 à Londres grâce à Mary Quant et elle a tout de suite été le drapeau des féministes lors de la révolution sexuelle parce qu'il y avait une volonté de reconquérir le territoire de son propre corps et le territoire de son plaisir. Donc ça a été un outil vraiment, je pense, hyper important dans la révolution sexuelle qui s'est jouée dans les années 60. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait de la mini-jupe? On l'a tellement extrapolé, on l'a tellement détournée qu'elle est devenue aussi le relais d'une hypersexualisation et d'une hystérisation du corps des femmes. On voit que même la mini-jupe qui a été un outil féministe et un porte-parole aussi, va jouer une pression esthétique sur les femmes au même titre que les talons aiguilles, que le maquillage, que le soutien-gorge, etc., etc. Un autre exemple d'incohérence entre la mode et le féminisme qui me porte à cœur de parler, c'est le mouvement très récent du body positivisme. Enfin, très récent, oui et non, parce qu'en réalité ça fait depuis que je suis à la fin de mon lycée qu'on commence à en parler. Ce mouvement-là, comment vous dire, m'irrite et me tend particulièrement, mais je pense que j'y consacrerai une vidéo entière parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le body positivisme dans la mode. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de décortiquer tous les nœuds politiques de ce mouvement pour le descendre parce que personnellement I can't. Le body positivisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui s'attache à vouloir montrer tous les corps, quelle que soit la corpulence, la couleur de peau, le type de cheveux, etc. pour dire que toutes les femmes sont belles. Or, si on va un peu au-delà de ce message très basique et disons-le un peu fumeux, on découvre en fait, non sans surprise, une nouvelle stratégie marketing qui sert de levier aux marques qui, en intégrant un message féministe de façade, parviennent en fait à s'adapter aux nouvelles demandes des femmes, au nouveau marché en fait. C'est simplement une autre manière de vendre les corps des femmes, de les voir, de les marchander. On leur vend un produit via un message quand même un peu toc-toc, c'est-à-dire qu'elles peuvent toutes être belles, comme si c'était une fleur qui nous faisait quoi. Et surtout, moi, ce qui me dérange dans ce mouvement-là, c'est que c'est un mouvement qui met l'accent sur l'idée de beauté. Que pour être une femme, il faut se sentir belle, il faut être belle. Il y a cette espèce de vertu totalisante de la beauté, on n'en peut plus en fait. Comme si une femme ne pouvait que prétendre à la beauté ou ne devait que prétendre à la beauté. Et enfin, après des années de torture où la mode n'a voulu que d'un type de beauté, ça va, elle s'ouvre un peu à toutes et on devrait la remercier pour ça, on devrait payer pour ça. Pour moi, c'est complètement ma boule en fait de penser comme ça. Mais apparemment c'est effectif et ça marche plutôt bien. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est de voir que le body positivisme, après on n'a pas encore énormément de recul sur la question, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur la manière dont les femmes, et notamment dont les jeunes filles et les ados, perçoivent leur corps parce qu'on n'a pas vu de statistiques sur les TCA baisser parce que tout à coup il y avait une pub qui leur disait c'est pas grave, aimez vos bourrelets ou aimez vos vergetures ou je ne sais quoi. Donc ça montre que c'est un message de surface artificielle qui n'a aucune incidence sur le véritable mal-être qui a été construit par la mode et qui est ressenti toujours par les jeunes filles. Ça nous montre aussi que derrière des bonnes intentions de façade se referment en fait des pièges. Enfin, dans ma troisième partie, j'aimerais aller un petit peu plus loin et comprendre en quoi la culture féminine de la mode a été en fait construite par les hommes, et ce serait peut-être pour ça qu'il est si difficile d'associer la mode et le féminisme.
Personnellement, j'ai presque toujours associé la mode à une libération parce que j'ai découvert quelque chose qui est devenu ma passion. Une passion qui me constitue, qui me rassure parce qu'elle me fait exister et qu'elle donne un sens à ma vie, qui me permet de me comprendre et de ressentir des choses. Et pourtant, la mode fait toujours et encore barrage face à mon corps, faisant toujours faillir la notion de volonté que je crois avoir face à la mode. Et ça, c'est quelque chose qu'elle exerce avec toutes les femmes de manière consciente ou non, qu'elles soient passionnées de mode ou pas. Elle nous donne une identité, elle nous construit en quelque sorte, et elle nous berce de cette douce illusion selon laquelle j'aurai un contrôle sur mon corps et sur la manière dont les autres le perçoivent. Et pourtant, qu'est-ce qui est vraiment de mon ressort? Il y a toujours une résistance parce qu'on ne sait pas exactement dans la mode où se situe le seuil de volonté, en fait. Quand on dit qu'on se maquille pour le plaisir, qu'on porte des talons pour le plaisir, qu'on porte une mini-jupe ou un soutien-gorge pour le plaisir, quand on est une femme, ok. Mais d'où vient ce plaisir? C'est évidemment l'intégration d'un regard masculin, d'un désir masculin qui a pris une telle ampleur au fil de l'histoire qu'il est totalement assimilé aujourd'hui. Et pourtant on voit bien que cette histoire de la beauté, bien qu'elle soit née d'une injonction masculine, d'un désir masculin à vouloir voir des femmes belles et désirables, c'est de fait une histoire de femmes, parce que c'est notre problème en fait. Et donc, toutes ces mises en pli, bien qu'elles nous aliènent, elles nous appartiennent aussi, en un certain sens. Selon moi, c'est trop simple de revendiquer le plaisir de porter des talons aiguilles pour soi, alors qu'il s'agit d'une réplique très simple d'un regard désirant masculin que nous a inculqué notre environnement social. Mais c'est trop simple aussi de nier le fait qu'il n'y ait vraiment pas de plaisir pour les femmes à se maquiller ou à porter les talons. Parce qu'on ressent vraiment du plaisir. La preuve. C'est trop simple de ne voir dans ce comportement-là qu'une forme de soumission. Il y a quelque chose d'autre en fait qui s'y joue. Parce que ce plaisir nous appartient quand même aussi un petit peu. Et c'est là que, je pense, se joue toute l'ambiguïté de la mode quand on est féministe, de vouloir l'aimer, la porter, la revendiquer, de vouloir la défendre aussi. Parce que de facto, la mode appartient aux femmes par défaut. Et par défaut, c'est hyper important. Elle est autant un supplice né d'une injonction qu'une singularité propre à leur histoire et donc constitutive de ce qu'elles sont, de leur identité. C'est pour ça que c'est très difficile d'appréhender la mode quand on est féministe, c'est parce que elle relève d'une culture qui nous revient sans qu'elle nous appartienne totalement. Elle a été conçue de toutes pièces, elle est un peu le lot de consolation de l'existence des femmes, invisibles en dehors de leur apparence, en dehors de leur beauté, en tout cas pendant très longtemps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tant que la mode se fonde sur cette charpente ultra-libérale et capitaliste, je crois qu'il lui sera toujours très difficile d'arborer un message féministe clair au sens politique du terme. Pour le moment, son soi-disant féminisme sert à son profit et donc n'a rien de transgressif ou de révolutionnaire. Au contraire, il perpétue des lois et des normes dont on est habitué maintenant. Pour conclure, du coup, je pense qu'il serait trop simple de vouloir délaisser la mode parce qu'elle est problématique ou parce qu'elle est misogyne. Sinon, on devrait abandonner à peu près toutes les activités de ce monde. On serait pas sorti de l'auberge. Qu'on ait envie de se plier aux règles et aux us et coutumes de la mode, à la limite c'est un choix personnel, individuel, qui se joue dans l'intime. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est nécessaire d'inclure la mode dans une réflexion féministe et aussi dans le corpus des sciences humaines qui la permet parce que c'est cette résistance de la mode, son incapacité à se ranger dans une case ou dans l'autre, sa perméabilité et sa capacité d'adaptation aussi qui la rend d'autant plus importante à décortiquer parce qu'il s'y joue des enjeux magistraux selon moi pour l'histoire des femmes qui demeurent encore trop peu analysés, trop peu explorés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu peut-être faire naître une réflexion dans votre esprit. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si elle vous a plu, vous pouvez aussi la partager, ça me ferait très plaisir. On peut aussi se retrouver sur mon blog pour un prochain article qui va sortir bientôt normalement. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite. Bisous!